Bonsoir à tous, bonsoir Sabrina Sebahri. Bonsoir à vous. Vous êtes députée française à l'Assemblée nationale française du groupe écologiste, en visite pour quelques jours en Algérie, visite de travail notamment. Alors Sabrina Sebahri, en tant que députée, vous êtes impliquée dans le développement de la relation entre l'Algérie et la France, une relation qui est au bord de la rupture depuis maintenant un peu plus d'1 an. Euh, Comment vous qualifieriez aujourd'hui ces relations entre les deux pays? Oh beh, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une relation plutôt glaciale, entre, Paris et Alger. Je crois que c'est l'une des plus graves crises, qu'ont connues, l'Algérie et la France, depuis, l'indépendance, de l'Algérie. Avec, on a vu, hein, des tentatives de réconciliation, une visite, du ministre des Affaires étrangères, un coup de fil d'Emmanuel Macron au président Tebboune. Donc on voit bien effectivement, ces tentatives qui à chaque fois se sont soldées, par des échecs. Et puis, nous, on le regarde du côté français. Vous savez, on a été très critique, notamment, de la prise de parole, de monsieur Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur en France, à qui, malheureusement, suit un agenda politique très français et qui utilise assez régulièrement l'Algérie comme bouc émissaire de beaucoup de problématiques, que nous rencontrons en France. Alors malheureusement aussi, cet agenda avait aussi commencé un certain 30 juillet, lorsque le président français a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara. C'est pour vous, est-ce que pour votre groupe politique en France, c'est un acte de provocation ou pas? Alors, au-delà de la question de l'acte de provocation, je pense que ce qu'il faut surtout poser dans le débat, c'est la question du respect du droit international. Et en l'occurrence, nous, pour notre groupe, c'est assez clair, c'est-à-dire que le droit international, il doit s'appliquer de la même manière partout à travers le monde et on ne doit pas appliquer de double standard, comme c'est le cas aujourd'hui dans ce qu'on peut voir de ce qui se passe à Gaza. Donc c'est la même chose pour le Sahara occidental. Il y a eu des résolutions de l'ONU qui m'ont demandé notamment la mise en place d'un référendum pour que le peuple sahraoui puisse avoir le droit à son autodétermination. Je crois qu'il faut respecter les résolutions et vous savez, suite à la décision du président Macron justement de faire cette reconnaissance, l'Union européenne l'a débouté à 2 reprises, notamment sur la question, de la pêche et de l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, il faut un étiquetage strict de tous les produits issus du Sahara occidental pour qu'ils puissent être commercialisés sur l'Union européenne. Donc, je crois que l'Algérie est dans un rôle, qui est, le sien depuis, 62 maintenant, qui est celui, de l'autodétermination des peuples, du soutien à ceux qui veulent justement leur indépendance. Ils n'ont pas dévié de cette ligne, de celle du respect du droit international. Maintenant, je crois qu'il faut faire très attention. Ce problème du Sahara occidental n'est pas un problème entre l'Algérie et le Maroc. Il ne faut pas que la France se positionne en arbitre entre l'Algérie et le Maroc. Il y a des résolutions à faire respecter, il faut les respecter et la France n'échappe pas à la règle. Les autorités algériennes tiennent donc le ministre français de l'Intérieur pour unique responsable de la dégradation de cette relation. Est-ce que vous êtes du même avis? Alors, je ne dirais pas qu'il est l'unique responsable, par contre, je dirais qu'il est le porte-voix de toute une frange de la classe politique française qui est sur cette ligne. Vous savez, nous, on a vu, arriver, des parlementaires aujourd'hui, qui pour certains sont des descendants de l'OAS, qui sont, des, nostalgiques de l'Algérie française, qui siègent aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui Qui sont même au gouvernement, notamment le ministre des Transports. exactement, qui sont aussi au gouvernement et on voit bien cette ligne politique qui commence à prendre de l'espace, dans un pays, encore une fois, où en France, il y a énormément de sujets qu'il faut traiter. Je pense à la question sociale, à la question démocratique, à la question environnementale et en fait, ces multiples crises, comme ce gouvernement actuel n'arrive pas à les résoudre, il cherche un bouc émissaire et le bouc émissaire, comme d'habitude, c'est l'autre, c'est l'étranger. Et Bruno Retailleau a trouvé une cible, en Algérie qu'il utilise et qu'il agite depuis maintenant plusieurs mois et en cela, il répond à une certaine partie de la classe politique française, qui est d'accord avec lui. Une classe politique qui a vu un nouveau mot faire son apparition, c'est algérianophobie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une certaine algérianophobie aujourd'hui dans la classe politique française? Alors moi, je dirais que c'est pas nouveau, sauf qu'il y avait pas le mot. C'est ça. Mais en réalité, ça existe depuis très longtemps. On le sait, par exemple, vous avez, les descendants, des immigrés algériens, en France, ils sont plus souvent victimes de discrimination, notamment à l'embauche, par exemple, beaucoup plus que d'autres, immigrations, en France. Donc en fait, ce sujet de la question de la discrimination envers les Algériens, qui est un racisme spécifique, vis-à-vis des Algériens, est une réalité depuis de très nombreuses années et maintenant il a pris une ampleur puisqu'il se pratique au plus haut sommet de l'État, j'ai envie de dire et sur tous les plateaux télé, pendant quand même plusieurs mois. On parle souvent en France d'un problème d'intégration. Est-ce que les enfants d'immigrés algériens souffrent encore plus d'un manque d'intégration que les autres? Est-ce que, ils ont plus de chances d'accéder à l'emploi, au logement? Est-ce qu'il y a toujours une difficulté en France lorsqu'on est fils ou petit-fils d'immigrés algériens?
Alors, je dirais pas qu'il y a une difficulté d'intégration, parce que pour moi, ceux qui sont nés là-bas, ils sont français. Par contre, il y a une difficulté d'acceptation comme étant français, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques qui sont mises en place, il y a une distinction parfois entre, vous l'avez dit, sur la question de l'embauche, sur la question de l'accès au logement, sur ceux qui sont issus de cette immigration. Et puis, vous savez, on parle encore de première génération, deuxième génération, troisième génération. Alors, il faudra combien de générations pour considérer qu'ils sont totalement français? C'est toute la question. Donc oui, aujourd'hui, il y a une différence, mais tout cela, encore une fois, est une politique publique qui est très globale, puisque quand vous créez des ghettos où vous ne mettez que des personnes des mêmes origines, je ne parle même pas des origines aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire de la même classe sociale, hein. Vous avez d'un côté des ghettos de pauvres et de l'autre côté des ghettos de riches, hein. Vous avez des difficultés sur la question scolaire, sur la question de l'emploi, du logement. Donc forcément, tout ça mis bout à bout, ça donne le sentiment réel qui est vécu par certains, d'abord de discrimination et de difficulté, effectivement, de pouvoir accéder à des postes auxquels ils pourraient prétendre. Mais je tiens quand même à dire que dans ces jeunes, cette génération issus de l'immigration, il y a aussi beaucoup de parcours de réussite. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de parcours de réussite qu'on ne le croit. Donc, il ne faudrait pas ramener la question de l'immigration uniquement, finalement, à ce que CNews, BFM et d'autres chaînes voudraient nous faire croire comme étant le problème de la France. Ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, 95% des personnes en France, même issues de l'immigration, puisque c'est de cela dont on parle, travaillent, ne posent absolument aucun problème à la société, ils payent leurs impôts, etc. Et en fait, on utilise la minorité pour en faire une généralité et puis taper systématiquement sur les mêmes. Et est-ce que cette situation peut se compliquer avec le temps, avec la montée de l'extrême droite en France, en vue des prochaines élections, puisque, tout le monde s'attend à une, victoire, des extrêmes? Oui, alors, si vous voulez, il y avait un racisme latent, dans le pays qui a vu son explosion au moment de la dissolution l'année dernière. Quand il y a eu la dissolution, pendant les 3 semaines de campagne, ça a été l'enfer pour plein de personnes, que ce soit des personnes maghrébines ou noires d'ailleurs, qui ont subi, des ratonnades, des agressions, des lettres de menaces, enfin des lettres extrêmement racistes. Il y a eu une libération totale de la parole raciste, et totalement décomplexée d'ailleurs. Mais là aussi parce que la classe politique, certains ont fait leur buzz sur la question du racisme en ciblant systématiquement les mêmes. Donc oui, il y a une crainte. Moi, je dis toujours, vous savez, le RN, a peut-être changé de nom, mais les idées qui composent le Front national sont toujours là. C'est-à-dire derrière la vitrine, nous avons toujours la même idéologie, toujours le même projet politique, celui de la préférence nationale, celui de la discrimination, du racisme, de la xénophobie. Donc en réalité, si demain ils accédaient au pouvoir, ils feraient exactement ce qu'ils prônent depuis des années, à savoir stigmatiser les mêmes, qui ciblent depuis, de nombreuses années. Donc oui, il y a un risque, il y a une augmentation, il y a une explosion de l'islamophobie aussi, hein, en France, aujourd'hui on a vu le meurtre d'Aboubacar Cissé, il y a eu des crimes racistes, ce jeune Tunisien, qui a été tué aussi par son voisin. Donc il y a eu une explosion de tous ces actes, hein, et aujourd'hui, malheureusement, nous avons un État d'abord, un gouvernement qui est dans le déni, de cette islamophobie, qui règne, dans le pays, puis surtout aucune action, qui est mise en place pour protéger nos concitoyens de confession musulmane en France. Est-ce que la France est un pays raciste? Je dirais pas que l'ensemble est un pays raciste. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons une certaine partie de la classe politique aujourd'hui qui a un racisme totalement assumé et qui le prône, un peu partout. Et puis nous avons aussi, des politiques et des lois parfois qui ne visent qu'une certaine catégorie, de la population. Vous voyez, la laïcité, par exemple, elle est totalement dévoyée de son texte initial. Le texte de 1905, c'est liberté de croire ou de ne pas croire, en totale liberté. Aujourd'hui, on cible systématiquement, alors c'était la abaya, c'était, alors maintenant, Gabriel Attal qui propose un texte pour interdire le port du voile pour les mineurs, les moins de 15 ans sur l'espace public, alors que normalement l'espace public, on est censé y faire ce qu'on veut. On s'attaque au halal, en le ciblant nommément, sur la question de l'abattage rituel. Alors on pourrait évoquer la question du kasher, par exemple, et quand vous posez la question à l'extrême droite, ils ne parlent que du halal, alors que c'est la même chose. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une volonté, en tout cas, d'aller vers, une stigmatisation de plus en plus forte et une pression de plus en plus forte sur les musulmans en France. Donc oui, on sent, et ça devient une chape de plomb, j'ai presque envie de dire, vous savez, il y a 2 sociologues qui ont écrit 3 d'ailleurs, qui ont écrit un livre qui s'appelle «La France, tu l'aimes mais tu la quittes». Dans ce livre, ils ont pris des C'est une phrase de témoignages. Nicolas Sarkozy, une ancienne phrase de Nicolas Sarkozy. Oui, alors Nicolas Sarkozy, c'est «Tu l'aimes ou tu la quittes», C'est ça. et eux, c'est vraiment «Tu l'aimes, mais tu la quittes», et ils ont entendu des dizaines et des dizaines, de témoignages de jeunes Français de confession musulmane qui ont fait le choix de quitter la France,
alors même qu'ils ont fait des études, qu'ils sont pour certains ingénieurs, médecins, doctorants, et cetera. Et ils ont fait le choix de quitter de la France parce qu'ils ne supportaient plus le climat d'islamophobie qui régnait en permanence. Vous savez, il suffit d'allumer la télévision. Alors en ce moment, c'est soit Algérie, soit musulmans, immigration, et puis là, vous avez le combo parfait de l'actualité politiquement. Et cela m'amène à mon autre question. La France est-elle devenue un pays islamophobe? Oui, je crois que que ce soit les textes qui sont proposés, que ce soit les prises de parole, on est vraiment dans un climat où il y a un rejet, de l'islam, des musulmans, avec un amalgame permanent, sur, si on est musulman, on est forcément islamiste, on est forcément terroriste. Donc tout cela est très mélangé. Une femme qui porte voile devient le porte-voix des terroristes, à l'autre bout du monde, et je crois qu'il y a une incompréhension, une volonté, peut-être aussi, de ne pas accepter finalement la différence, que représentent les musulmans en France, alors que la plupart sont totalement républicains, et en fait, ils pratiquent un islam, qui est totalement compatible avec les valeurs de la République. Moi, je le dis, parce que c'est quand même la grande majorité, et pourtant, ils sont, systématiquement, ciblés. Et puis quand on voit la non-réaction des autorités parfois sur tous ces crimes, moi on a souvent des témoignages, par exemple, de femmes, voilées qui se font arracher leur foulard, dans les rues, des insultes, de personnes dans les transports en commun. Il y a pas de condamnation systématique. Normalement, un pays qui dit que, il faut respecter les lois de la République, que tout le monde, peut pratiquer sa foi librement, en France, eh bien, il devrait y avoir une condamnation systématique de notre gouvernement. Je crois qu'il y a une agression contre un musulman dans notre pays, c'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes député à l'Assemblée nationale française, Sabrina Sebaihi. Il n'y a pratiquement plus de coopération aujourd'hui entre les parlements des 2 pays. Comment est-ce que vous essayez de maintenir le dialogue aujourd'hui en tant que parlementaire? Alors, nous, pour le coup, moi, je suis aussi, vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie, donc on travaille beaucoup avec, le président du groupe d'amitié, à faire en sorte que disons que la diplomatie parlementaire ne s'arrête pas. Donc on travaille, sur plusieurs aspects. Moi, depuis que j'ai été élue, j'ai beaucoup travaillé sur la question mémorielle notamment. Donc par exemple, j'avais déposé une résolution pour la reconnaissance, et la condamnation du massacre du 17 octobre 1961. Donc ça a été voté à l'Assemblée nationale, ce qui était pas, forcément évident au départ, et depuis, on continue ce travail. Donc j'ai redéposé, par exemple, une proposition de loi pour la restitution des biens des effets de l'émir Abdelkader qui avait été, demandée à plusieurs reprises, par l'Algérie. Vous savez, on vient de voter la restitution d'un tambour à la Côte d'Ivoire. Ça faisait des années que la Côte d'Ivoire le réclamait. Je crois qu'il y a besoin aussi d'avancer sur la restitution des biens qui ont été pillés pendant la colonisation, et tout cela se fait, travaille beaucoup avec, les parlementaires ici, de ce côté de la Méditerranée. Et alors on est venu aussi pour les commémorations du 8 mai 1945. Donc cette année, nous sommes, venus en délégation parlementaire avec des élus. C'était travailler avec nos collègues de la commission des affaires étrangères, en Algérie, et puis ils sont venus aussi, de l'autre côté. J'ai un collègue notamment qui a été reçu par le président de la commission affaires étrangères en France. L'objectif étant vraiment de faire perdurer cette diplomatie parlementaire. Nous, ce qu'on dit, c'est que les gouvernements, même s'ils sont en froid, il faut que le dialogue se poursuive parce que nous avons beaucoup plus de choses sur lesquelles on peut avancer ensemble que de choses sur lesquelles, on ne peut pas travailler. Alors, la visite que vous avez effectuée à Sétif en mai dernier, elle est importante et symbolique à l'occasion des 80 ans du massacre de Sétif, Guelma et Kharata. Heu, Est-ce qu'elle intervient aussi un mois après la dégradation subite des relations entre l'Algérie et la France? Est-ce que cette visite parlementaire aura servi un peu à apaiser les relations et à rapprocher les points de vue? Alors nous, ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait sur le dépôt d'une résolution pour la reconnaissance, du massacre de cette île Guelma Khalata comme étant un crime d'État. Donc on avait fait plusieurs auditions, on a eu l'occasion d'auditionner Benjamin Mastora, on a eu l'occasion d'auditionner énormément d'historiens, sur cette question. Donc si vous voulez, on avait un agenda, qui durait depuis un an, et on savait de toute façon que pour le 8 mai, il fallait qu'on soit présent pour ce 80e anniversaire. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, pour la première fois de l'histoire, un président de la République a évoqué les massacres de Sept-Îles Guelma Khalata dans son discours du 8 mai. Donc le président Macron l'a évoqué dans son discours cette année. Donc on estime à notre petite mesure que le travail que nous avons fait, que ce déplacement a aussi permis de pouvoir aborder cette question-là qui, jusqu'à présent, n'était jamais abordée dans les discours présidentiels. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que nous, ça nous a permis aussi de tisser des liens avec des collègues ici et de pouvoir continuer ce travail. Alors, je ne dis pas que ça a réglé la question, parce que vous voyez bien, on est encore dans une situation, je le disais tout à l'heure, glaciale entre Paris et Alger. Néanmoins, je pense que ça a permis de dégeler, en tout cas de permettre cette passerelle entre les 2 chambres, à savoir l'Assemblée nationale française et l'Assemblée nationale en Algérie. Vous avez souvent parlé de mémoire.
vous êtes très impliqué dans les questions mémorielles entre la France et l'Algérie. Est-ce que vous considérez que la France n'est pas allée encore assez loin dans la reconnaissance de la colonisation? Alors pour le coup, je vais citer Benjamin Stora qui lui dit que le travail mémoriel en France n'a pas commencé. Elle n'a même pas N'a commencé pas encore. commencé. Lui, c'est ce qu'il dit. En 2022, on décide de créer une commission mixte avec des historiens français et algériens pour travailler sur cette question mémorielle. Pour l'instant, ça a été gelé, pareil. On n'a pas encore eu de choses qui sont vraiment sorties de cette commission. Je pense que ça va être intéressant de voir justement, parce que là, il y aura une ouverture des archives et on va permettre de travailler sur cette question mémorielle où je crois qu'effectivement, on n'a pas avancé, on n'a pas assez avancé, on n'a pas encore été au bout de ce sur quoi on devrait aller. Je t'ai cité tout à l'heure la question de la restitution des biens. On a évoqué les effets de l'énéra Abdelkader, mais en réalité, il y a énormément de biens qui ont été pillés, qu'il faudrait restituer. La question de la reconnaissance de certains massacres, type celui de Sétif, Galma et Kharata, mais il y en aurait d'autres encore sur lesquels il faudrait avancer. Et on est vraiment bloqué aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'on parle de mémoire ou de reconnaissance, on nous oppose la question de la repentance. Et je crois que pour moi, c'est deux choses totalement différentes. La France d'aujourd'hui, elle est capable de condamner ce qu'a fait la France coloniale. C'est pas la même France. D'ailleurs, les générations d'aujourd'hui, ceux qui travaillent à la réconciliation et sur ces questions-là, c'est une génération qui n'a pas connu ni la colonisation ni la guerre d'indépendance. Donc j'ai presque envie de dire que pour nous, c'est un débat dépassionné parce qu'on n'a pas vécu tout ça. Pour les générations précédentes, c'est plus compliqué. Il y a du ressentiment, il y a encore ce poids du passé qui pèse, que ce soit d'ailleurs du côté de l'Algérie ou de la France. Et donc, c'est peut-être qui n'a pas permis d'avancer, alors que pour nous, c'est beaucoup plus simple. La colonisation est un crime, il faut la considérer comme telle, la condamner, réparer et avancer. Et je crois que ça, c'est important. J'ai évoqué certains sujets, mais on pourrait parler des essais nucléaires dans le Sahara, on pourrait parler des mines sur les frontières entre la Tunisie et l'Algérie, le Maroc et l'Algérie. Il y a énormément de sujets sur lesquels il faut avancer. Et donc, je crois que nous avons intérêt à faire ce travail. Vous savez, la Belgique, quand ils ont voulu en sortir, c'était plus simple pour eux parce qu'ils avaient beaucoup moins de pays qui étaient concernés. Avec le Congo notamment. Et oui, mais ils ont fait une commission pendant 2 ans qui a travaillé, ils ont vendu un rapport, ils ont avancé, ils ont un musée d'histoire coloniale. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont soldé. Nous, on n'est pas du tout là. Oui, la France n'a pas encore fait ce que la Belgique a fait, mais ma question, est-ce que la France peut faire face à cette question mémorielle au moment où un journaliste, par exemple, comme Jean-Michel Apathy, se fait attaquer par tout le monde parce qu'il a dit que la France avait commis plusieurs ouragans sur glane, en Algérie. Donc est-ce qu'il y a, une acceptation de ce passé mémoriel encore en France? Mais en fait, les gens ne connaissent pas cette histoire. Si vous posez la question aujourd'hui, On l'avait constaté, oui. mais ils ne connaissent pas l'histoire. Aujourd'hui à l'école, personne ne vous enseigne ce qu'a été la colonisation ou ce qu'a été la guerre d'Algérie. Je me rappelle quand j'étais, au collège, on nous avait demandé de choisir entre la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Donc cette histoire n'est pas du tout enseignée. Et quand, les gens attaquent Jean-Michel Apathy, c'est une méconnaissance totale de l'histoire. Alors vous avez ceux qui ne connaissent pas, cette histoire de colonisation, et puis vous avez ceux qui réécrivent l'histoire. Ceux qui ne veulent pas connaître aussi ça. Ceux qui veulent pas Ouais. connaître, mais à la limite, ça les intéresse pas. Pour moi, les plus dangereux, c'est ceux qui sont totalement révisionnistes, hein, et qui expliqueraient, vous savez, c'est ceux qui nous expliquent que les bienfaits de la colonisation. Alors qu'ils oublient que les ponts qui ont été construits, les hôpitaux qui ont été construits étaient, pour les colons et certainement pas pour les Algériens de l'époque. Est-ce que cette reconnaissance de la mémoire, va devenir de plus en plus difficile, au moment où, les échéances électorales s'approchent en France? Il y a des élections en 2026 et en 2027. La droite et l'extrême droite sont très avancées. Est-ce qu'on peut se dire qu'avec leur victoire et leur avancée, on peut vraiment oublier, ce dialogue sur la mémoire entre les 2 pays? Est-ce qu'il est hypothéqué aujourd'hui, ce dialogue? Alors, ce qui est certain, c'est que si c'est l'extrême droite et la droite qui passent au pouvoir, je pense qu'il faut oublier, ça va être un passage à vide, au niveau gouvernemental pendant, au moins le prochain mandat. Je ne vois pas comment on avance sur ces questions-là avec, des LR qui sont totalement, vous savez, ils ont vraiment le discours de la repentance, donc ils avanceront pas là-dessus. L'extrême droite, j'en parle même pas parce que pour eux, ils sont dans une révision de l'histoire. Puis je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie, il fait partie de cette Pendant la histoire. bataille d'Alger en 1905. Absolument. Donc, je crois qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des lieux de résistance. C'est ce qu'on appelle les collectivités locales. Vous avez 36 000 communes, avec des couleurs politiques extrêmement différentes. Les maires peuvent tout à fait avancer sur ces questions-là, avec des jumelages, avec des volontés. Vous savez, moi je suis, députée de Nanterre et Suresnes.
À Nanterre, ça fait longtemps que tous les ans, on fait une commémoration spécifique sur le 17 octobre 61 et une commémoration spécifique sur l'autre 8 mai 1945. Il y a une plaque qui vient d'être déposée à Nanterre. Vous avez la ville de Marseille qui vient d'inaugurer un square du 8 mai 45 avec 3 allées qui vont s'appeler Sétif, Guelma, Kharata. Donc en fait, en réalité, je crois que les collectivités locales, elles peuvent faire ce travail et puis surtout la société civile. Vous avez aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, une génération qui, elle, n'est pas dans le ressentiment de cette histoire coloniale, de cette guerre d'indépendance, et qui, elle, a envie d'avancer sur ces questions-là de manière apaisée, sereine. Et je crois que les collectifs qui sont mis en place, les associations qui travaillent à tous ces sujets-là, vous savez, la diaspora, elle est très présente en Algérie, travaille beaucoup sur les questions mémorielles, sur les questions économiques, sur pas mal de sujets. Je crois que ça aussi, ça peut être fortement poussé par la diaspora, justement. Et cela nous amène donc à parler de la communauté algérienne en France, qui est très nombreuse, estimée à plusieurs millions de personnes. Une diaspora dont l'Algérie a toujours été fière. Est-ce que cette diaspora peut jouer un rôle dans les prochaines échéances politiques en France, notamment en faveur des Algériens de France? Alors moi, je crois qu'il y a toujours eu un fantasme, justement, sur la question du vote communautaire ou du vote par communauté. Vraiment, moi, je vous le dis, ça n'existe pas. Vous qualifiez ça de vote communautaire? Le Pour rôle le rôle de la diaspora Pardon? dans les élections, Mais vous avez une par certaine exemple? partie de la classe politique qui parle de vote communautaire. Vous savez, quand on vous explique que, ah bah, dans les banlieues, ça vote forcément, à gauche et cetera, c'est du vote communautaire. Non, les gens votent en fonction de leurs intérêts. Si vous avez, des territoires où vous avez, par exemple, de nombreux Français de confession musulmane, quelle que soit leur nationalité, eh bien, ils vont voter pour le candidat qui va les défendre et qui va parler d'islamophobie, par exemple. Si vous avez des personnes qui sont d'une classe sociale plutôt précaire, ils vont voter pour un candidat qui va mettre en avant le volet social de son programme économique. Mais par contre, vous avez aussi, à contrario, des gens de la diaspora, qui sont des vraies réussites, des chefs d'entreprise, des gens qui gagnent très très bien leur vie. Bah, ils iront plutôt voter pour un programme libéral, qui est à droite. Donc c'est ça la réalité. Il Donc il n'y a pas de vote, n'y a pas de vote bloqué. commun de la diaspora Voilà. algérienne. Il n'y a pas de vote bloqué. Les diasporas, elles votent comme le reste des citoyens français en fonction de ses intérêts propres. C'est vraiment, je crois qu'il faut sortir de ce fantasme. Mais par contre, vous allez avoir des leviers qui vont activer un certain vote, oui. Quand on voit ce qui se passe par exemple aux européennes, on a bien vu que la question de Gaza, qui est devenue centrale dans cette campagne des européennes, oui, vous avez eu un vote de soutien à des candidats qui portaient clairement la voix des Palestiniens. Je pense notamment à Rima Hassan. C'est pas une question de diaspora, de vote bloqué, c'est une question de quelle fibre, à quelle partie du programme, dans quelle partie du programme on se reconnaît et ce qu'on a envie de défendre. Et je crois que c'est ça qui est important. Concernant les élections aussi, et concernant tous ces arguments qui sont présentés par les autorités françaises, il y a toujours, cet argument des OQTF et du manque de coopération de l'Algérie dans les OQTF. Alors que quand on voit les chiffres, vraiment avec minutie, on voit par exemple que le taux, d'expulsés algériens est le même que celui d'expulsés marocains étudiés en termes de pourcentage. Est-ce qu'il y a un mythe aujourd'hui, Sabrina Soubairi, sur ces OQTF algériens? Alors, jusqu'à la crise, je le précise parce que depuis, tout est figé sur la question des expulsions. Oui, il y a totalement un mythe, ça a été totalement instrumentalisé. Et j'irai même plus loin. Si en termes de pourcentage, on est sur la même chose, par exemple pour le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, en termes de volume, en réalité, il y avait beaucoup plus d'expulsions d'Algériens que des autres nationalités. Vous avez d'autres chiffres, par exemple, je pourrais citer le Pakistan, on est à 2% de réalisation des OQTF. Donc en réalité, le sujet des OQTF est un sujet global qui n'est pas spécifique à la question algérienne. Le ministre de l'Intérieur a voulu en faire un sujet algérien, en stigmatisant la question des OQTF algériens. Dans le même temps, il y a aussi une réalité, c'est qu'en France, on a émis beaucoup plus d'OQTF. On est aujourd'hui autour de 150 000 OQTF qui sont prononcés. Et vous savez, dans ces OQTF, vous avez aussi des personnes qui étaient en situation totalement régulière, qui sont juste allées déposer un renouvellement de titre de séjour, qu'ils n'ont pas eu, et on émet un OQTF. Vous avez, y compris au mois de juin dernier, une binationale franco-algérienne qui devait se rendre en Algérie et qui a été arrêtée à l'aéroport, à qui on a retiré son passeport et on a émis un OQTF. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Absolument. Alors qu'elle était française. Donc on voit bien à quel point cette arme de l'OQTF est utilisée
pour, sanctionner, pour stigmatiser, pour cibler. Donc là, il y a un vrai fantasme de l'extrême droite sur la question des OQTF, pour l'Algérie. C'est J'ai presque envie de dire, c'est tout à fait commun avec, les autres pays, il y a absolument pas de sujet OQTF algérien. Il y a aussi une autre arme qui est utilisée par les autorités françaises aujourd'hui dans cette crise avec l'Algérie, c'est l'affaire des dettes, des hôpitaux dans la sécurité sociale et si on comprend bien, il y a un autre pays qui a beaucoup plus de dettes, auprès des hôpitaux français, c'est les États-Unis, mais on n'en parle jamais. Oui, alors il y a eu effectivement de nombreux arguments qui ont été utilisés pour parler de l'Algérie, il y a la question de la dette hospitalière. On parlait de plusieurs millions, de dettes alors que nous, on sait très bien puisqu'on a eu l'occasion d'avoir des auditions et de travailler là-dessus, que l'Algérie a quasiment, soldé l'ensemble de sa dette, vis-à-vis des hôpitaux français. Je crois qu'il reste un reliquat, un tout petit, reliquat qui est une question, finalement de facturation plus que de questions de non-volonté de régler la dette. Donc ça a été, soldé. Oui, effectivement, il y a d'autres pays qui ont des dettes beaucoup plus importantes dont on ne parle jamais, qu'on n'attaque jamais et j'ai presque envie de vous dire, on a eu les mêmes attaques, sur la question de l'aide publique au développement, par exemple, où, notamment, Sarah Knafou a fait toute une campagne, pour dire que l'Algérie était subventionnée, arrosée, d'aide publique au développement, alors que l'Algérie ne reçoit pas d'aide publique au développement puisqu'en réalité C'est cette fameuse APD. cette fameuse APD, Oui. puisqu'en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons des étudiants qui vont étudier en France et donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le coût d'un étudiant français, d'un étudiant en France Et on multiplie et on par le nombre multiplie d'étudiants, par le on nombre on arrive à cette d'étudiants APD. algériens et on arrive à ce montant de l'aide publique au développement. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui est versé à l'Algérie, ça veut juste dire que la France accueille 10, 15, 20 000 étudiants algériens et je peux vous dire que quand on parle des étudiants, mais quand on voit la question des hôpitaux en France, aujourd'hui, vous avez 16 000 médecins algériens qui pratiquent, hem, en France dans les hôpitaux. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui des pays qui viennent directement, chercher des étudiants en fac de médecine en Algérie pour les recruter chez eux. Eh bien, s'ils n'étaient pas présents, il y a beaucoup de services, hospitaliers en France qui ne fermeraient les portes et qui ne pourraient plus accueillir de patients. On parle aussi, de ces fameux accords de 68 qui ont été conclus donc entre l'Algérie et la France. Toujours un sujet de discorde et surtout de polémique d'une certaine partie de la classe politique française, alors qu'il y a beaucoup d'Algériens, qui ne sont pas, forcément avantagés, par ces accords, notamment les étudiants algériens. Oui, alors c'est pareil, les accords de 68 ont été revus à 3 reprises. Ils ont été vidés de leur substance. Il y a quasiment plus d'avantages pour les Algériens sur ces accords de 68, mais là aussi, c'est une méconnaissance totale de ce qu'il y a, dans ces accords. D'abord, ces accords, ils ne peuvent pas être dénoncés unilatéralement. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire que, on agite à chaque fois à l'Assemblée nationale, on va voter une résolution de dénonciation, ça veut rien dire. Ils peuvent toujours voter 50 résolutions, c'est pas comme ça qu'on dénonce un accord international. Donc déjà, ça ne fonctionne pas. Ensuite, effectivement, les étudiants algériens, par exemple, ne peuvent pas travailler, contrairement à d'autres étudiants. Donc, ils sont désavantagés par ces accords de 68 et ça, on ne le dit jamais. C'est-à-dire qu'on considère que c'est tapis rouge, pour, les Algériens qui arriveraient en France, sans aucune contrepartie et puis surtout, moi, je crois et c'est là où il y a tout un travail à faire, c'est qu'il ne faut pas décorréler la question des accords de 68 de la question de la colonisation. Enfin, ces accords ont été signés pourquoi? Parce qu'il y a eu 132 ans de colonisation, parce qu'il y a eu une guerre d'indépendance qui ont conduit aux accords d'Évian, aux accords de 68 et cetera et cetera. Ils ne tombent pas de nulle part. Donc, on voudrait, finalement, je crois que ceux qui sont aujourd'hui dans une volonté d'effacement de ces accords de 68 et de dénonciation, ça poursuit le travail vraiment, de révision totale de l'histoire, comme si finalement ces 132 ans de colonisation n'avaient absolument pas existé. Il y a aussi une institution très importante en France qui s'appelle la Grande Mosquée de Paris, qui est parfois, sujette à des attaques, souvent gratuites, notamment, qui visent, son recteur, Shemseddine, heu, Hafez. Aujourd'hui, pourtant, la Grande Mosquée, elle joue un rôle important dans le rapprochement et pourtant le ministre français de l'Intérieur a rompu une tradition pendant le dernier ramadan. Il est le seul ministre français de l'Intérieur à avoir refusé, d'aller, à l'iftar, remplacé par son homologue des affaires étrangères. Oui, donc l'Iftar des ambassadeurs Oui. qui a lieu, tous les ans et auquel le ministre de l'Intérieur, normalement, est censé, être Il faut présent. rappeler qu'en France, le ministre de l'Intérieur est le ministre des cultes. Tout à fait, il est aussi ministre des cultes. L'année dernière, moi j'avais eu l'occasion d'y aller et monsieur Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, était présent, à cet iftar des ambassadeurs. Là aussi, tour de passe-passe du ministre de l'Intérieur puisqu'il nous indique qu'il n'a pas sa place, dans une mosquée ou
On l'a vu à plusieurs reprises dans des églises ou dans d'autres, lieux de culte. Donc puis les ministres de tous les cultes. Et il s'est rendu plus tard à la Grande Mosquée de Paris. Oui, Ouais, en catimini, exactement. voilà, pour qu'il soit pas vieux. Vous savez, être musulman, c'est pas une honte, hein, c'est pas une tare en France et avec ce ministre de l'Intérieur, on a l'impression qu'il faudrait cacher, les musulmans, dans notre pays. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, moi, je trouve que la Grande Mosquée de Paris, aujourd'hui, elle fait un travail qui est intéressant, notamment sur l'aspect islamophobie, haine anti-musulman. Il y a tout un travail qui est fait, je pense qui est important dans notre pays puisque vous avez, aujourd'hui, ça s'exprime des, Français de confession musulmane qui ont peur, en France, de ce qui peut leur arriver en termes d'agression, d'insultes et cetera. Donc il y a un travail qui est fait. Alors après, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que la Grande Mosquée de Paris est attaquée parce que, c'est un lieu de culte musulman ou est-ce qu'ils sont attaqués parce que c'est, pour certains, l'Algérie en France? Eh bien, il faudra poser la question au ministre. Comment est-ce que vous voyez, l'avenir des relations entre l'Algérie et la France à l'horizon 2027? 2027, ce n'est pas très loin, c'est dans 2 ans, c'est une année décisive, avec des élections municipales chez vous déjà, en 2026. Heu, Est-ce que vous avez un regard positif ou négatif sur l'évolution de ces relations? Alors, c'est très, difficile à dire. Moi, j'ai une certitude, c'est qu'on est condamnés à faire ensemble. Il y a trop de personnes qui sont impliquées, dans cette relation franco-algérienne pour pouvoir raser ou rayer d'un trait cette relation. Ce n'est pas possible. Vous l'avez dit, plusieurs millions, de franco-algériens, d'une diaspora qui est installée en France, mais vous avez aussi, des Français qui sont installés en Algérie. Vous avez, des accords d'association, des partenariats économiques, vous avez des partenariats sécuritaires, vous avez des partenariats migratoires. Donc en réalité, tout cela ne peut pas être effacé, de cette manière-là. Après ce qui est certain, moi j'étais très surprise parce que le monsieur Tebboune était en visite, en Italie, il y a quelques jours de cela. Moi j'ai suivi toute la visite de monsieur Tebboune sur, la télévision française, sur CNews notamment, qui était commentée, du matin au soir. J'ai dit en plaisantant, je dis: «Mais moi j'avais l'impression que Tebboune était devenu président de la France», puisque toute la visite, d'État était suivie, sur une chaîne de télévision française. Ils ont tout commenté du début à la fin, l'arrivée, la musique, l'hymne national, les bouquets de fleurs et cetera. Enfin à un moment ça frisait le ridicule. Donc en réalité, même ceux qui sont dans une détestation, de l'Algérie, ils sont aussi dans une forme d'obsession de l'Algérie. Donc ils ne pourront pas s'en détacher. Qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, j'ai presque envie de dire, il y a cette obsession, de la question algérienne. Donc il y a aussi une réalité qui va les frapper, c'est la question, par exemple, des hydrocarbures, de l'énergie. Dans un temps où la France, aujourd'hui, par exemple, a décidé de ne plus importer le gaz russe et d'autres produits, suite à l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, vous voyez, moi, je me place du côté des intérêts de la France. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France de rompre cette relation avec l'Algérie? Pas du tout. Donc en 2027, si l'extrême droite passe au pouvoir, ben, on verra ce qu'ils font. Vous savez, Mélanie, elle était anti, immigration. Elle vient de régulariser 500 000 personnes en Italie. Donc quand on se frotte à l'exercice du pouvoir, c'est pas la même chose que d'être dans une opposition et de taper sur les irritants, habituels, en tout cas de faire, toute sa campagne présidentielle, sur l'Algérie. Je leur souhaite bon courage parce qu'à un moment, il faudra quand même répondre à la question du pouvoir d'achat, à la question de la santé, à la question de l'éducation, à la question sécuritaire et ils ne pourront pas jouer la carte de l'Algérie à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sabrina Sobahri, vous êtes députée à l'Assemblée nationale française. Merci. Merci. Merci à vous et à la semaine prochaine.